y a des mots qui semblent accomplir déjà ce qu'ils désignent, et mieux encore, indiquer le chemin qui va des mots aux choses, parce que déjà il allait des choses aux mots, parce que le souffle qui les émet appartient au mouvement de la vie universelle. Soulèvement est un de ces mots. Je viens de citer le philosophe Jacques Rancière dans son texte qu'il a écrit pour le catalogue de l'exposition Soulèvement, pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir son commissaire d'exposition. Le mot est toujours moche, mais c'est comme ça qu'on dit. Oui. Georges Didier Iberman, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et historien de l'art. On pourrait peut-être commencer avec la phrase d'une autre philosophe, Judith Butler, qui écrit aussi un texte dans ce catalogue et qui dit qu'un acte individuel, si provocateur soit-il, n'est pas un soulèvement. Et vous citez plutôt d'ailleurs la fameuse phrase de Camus dans L'Homme révolté, « Je me révolte, donc nous sommes ». Ma première question, ce serait qu'est-ce qui est du soulèvement et qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que c'est cette dimension forcément collective? Et par exemple, qu'est-ce qui distingue une révolte d'un soulèvement ou un rassemblement simplement d'un simple soulèvement, si ça existe? Vous savez, cette entreprise, c'est une exposition, c'est aussi une recherche, c'est un livre en cours, c'est tout un tas de choses. C'est aussi une sorte d'initiation pour moi. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai demandé à d'autres auteurs. D'habitude, je fais mes catalogues tout seul. Là, quand même, j'étais précédé par des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc, vous avez cité Judith Butler, Jacques Rancière, il y a aussi Tony Negri, il y a Marie-Josée Monzin, etc. Bon, en fait, je suis d'accord ni avec la phrase de Judith, ni avec la phrase de Jacques. D'accord. Je dis je suis d'accord, c'est pas la question. C'est que la phrase de Jacques Rancière, elle suggère que, j'ai bien lu son texte, ce mot de soulèvement, il a une propriété poétique dont il se méfie un peu. Parce qu'il y a un lyrisme dans le mot soulèvement qui n'est pas le même que dans le mot révolution, par exemple. Mais le mot soulèvement, il a quelque chose de très physique. Hein. Les surfaces se soulèvent, la tempête se soulève, ma colère se soulève, la mer se soulève. Voilà. Alors, moi, j'ai joué de façon presque... J'aimerais pouvoir dire, je ne sais pas, innocente, le lyrisme des soulèvements. Je suis parti au fond de romantique, de genre romantique. Je suis parti de Goya et de Victor Hugo. Victor Hugo, pourquoi? Parce que quand il décrit un soulèvement, en fait, il décrit vraiment une sorte de phénomène météorologique extraordinaire. C'est lyrique. Pour moi, c'est aussi très morphologique, c'est très structuraliste, pré-structuraliste, bon, peu importe. Il y a ce problème. L'autre problème, celui que pose Judith Butler, que vous venez de citer, c'est ce rapport entre je dirais, le solitaire et le solidaire. Je suis parti d'Henri Michaud, moi. Les plus belles choses que j'ai trouvées sur le soulèvement, en fait, je les ai trouvées pas dans Bakounine, bien qu'il y ait des choses magnifiques, mais dans Henri Michaud, un type qui est tout seul dans sa chambre et qui se drogue un peu et qui... Voilà. Et en fait, je pense que, bien sûr, un soulèvement, ça suppose qu'on est nombreux. Ça suppose une multitude, la multitude, d'accord, ou les multitudes, mais les multitudes, il y en a plein là-dedans. Donc, individuel, collectif, ça suffit pas. Quand on travaille dans un domaine comme celui qui est le mien, c'est la culture, c'est pas à strictement parler l'organisation politique. Hein. Ce n'est pas une exposition sur l'organisation politique d'un soulèvement. Ça, c'est un grave problème, mais ce n'est pas exactement celui pour lequel je suis compétent. Quand on pose les problèmes du côté des artistes ou des écrivains ou des philosophes, on est devant des gens qui sont souvent très solitaires, mais alors très solidaires avec leur solitude. C'est ce que dit Rilke de la poésie. Hein. Plus on est solitaire, plus on est solidaire. Mais alors, à partir de là, la question qui se pose, si on essaye d'articuler ce solitaire et ce solidaire, comme vous dites, il n'y a pas d'échelle unique du soulèvement. Ça va du plus petit geste de retrait au grand, au plus gigantesque mouvement de protestation, pour reprendre vos mots. Oui. Mais alors, quel montage on peut opérer
Entre quoi et quoi? Entre du coup des échelles très variées, en plus vous des documents d'époques très différentes, Oui, des d'accord. natures très différentes. Forcément vous vous dites voilà vous êtes parti d'une base lyrique et Mhm, romantique, mhm. mais quel montage vous avez choisi à partir de là? C'est ni chronologique, ni basé sur un seul médium, par exemple. Il y a tout concours à... Donc, en fait, c'est une foule. C'est un peuple, différents peuples d'images hein, dans cette exposition. Mais je reviens sur ce mot de montage parce que c'est très, très pertinent que vous l'ayez lancé là. Moi, je dirais que ce travail, il vient beaucoup de... Bon, on va revenir à cette question solitaire-solidaire. Juste avant ça, j'ai fini un long travail sur Eisenstein, donc montage. Et ce qui m'a fasciné dans cette analyse c'est la scène de lamentation dans le Potemkin, dans le cuirassé Potemkin, où vous avez donc des vieilles femmes qui pleurent devant le cadavre du pauvre matelot qui s'est fait assassiner. Il n'y a absolument rien de politique là-dedans, a priori. Il y a une foule qui s'agglutine comme ça. Il y a des gestes religieux même, ostensiblement religieux. Et chacun pleure pour soi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un phénomène de propagation. Comment une émotion, quand vous êtes ému, vous. Mais qu'est-ce qui fait qu'une émotion se propage? C'est très très intéressant. Eisenstein a un art extraordinaire pour montrer, avec le montage, qu'est-ce qui se passe depuis la tristesse du deuil, la lamentation sous des formes donc éventuellement religieuses, et puis quelque chose qui va en même temps, parce qu'avec ces vieilles femmes, il y a aussi une jeune femme du Bund, vous savez, le Bund, l'organisation juive d'extrême gauche, qui était en avance hein, sur les bolcheviks à cette époque, 1905, c'est ça qu'il raconte Eisenstein. Et là, il y a quelque chose qui se propage, et on passe de la tristesse de chacun aux larmes de chacun, à l'émotion de tous, et cette émotion, c'est ça qui me fascine. Hein. C'est comment du deuil, souvent un soulèvement, ça commence quand on a perdu quelqu'un. Un Tunisien s'immole par le feu. Et là, ça commence. Donc il y a une perte qui engendre cette espèce de propagation. Comment elle se passe, cette propagation des émotions, et surtout la transformation des émotions. C'est-à-dire on passe du deuil ou de la lamentation à l'imprécation, à la demande de justice. On demande qu'on rende justice. Hein. C'était aussi le titre du chapitre d'Eisenstein. Donc en fait, c'est cette énergie du soulèvement à partir d'une perte en général qui m'intéresse. Mais alors, à partir de là, parce que pour décrire un peu, même si c'est compliqué, hein, je vais pas essayer de résumer, mais vous avez procédé, alors c'est pas la même chose, mais vous faites référence à deux grandes œuvres de montage, hein, qui sont Le Fond, l'air est rouge, le film de Chris Oui, Marker, oui, et l'ouvrage de l'historien de l'art à Warburg, l'Atlas Mnemosyne, oui. qui opèrent par des rapprochements de similitudes visuelles, notamment, qui quasiment dessinent parfois des réponses entre des documents d'époques très différentes ou des archétypes, pour le dire très schématiquement. Comment est-ce qu'on fait, puisque votre travail procède d'une nature un peu similaire, plutôt que de s'intéresser, par exemple, chaque image n'est pas contextualisée, n'est pas racontée dans comment elle a été fabriquée, où elle a circulé, elle joue davantage justement sur la mise en place de montage et de percussions, ou au contraire de mémoire visuelle les unes avec les autres. Ça l'avantage, vous voyez bien, de mettre l'accent sur ce que vous dites, sur les émotions, sur les corps, sur les gestes, sur les éléments, sur certains mots. Est-ce que ça n'a pas aussi comme souci justement de perdre la contextualisation et du coup si ce n'est banaliser, du moins de créer une forme d'indistinction? Alors, il y a un risque. De toute façon, quand on fait un choix, vous savez très bien, chaque fois qu'on choisit quelque chose, on sait qu'on va perdre autre chose. On ne peut pas tout faire. Le style habituel des expositions, c'est monographique. Vous avez un artiste, point barre.
C'est la forme la plus canonique de l'histoire de l'art, la plus officielle, la plus académique depuis Vasari à l'époque de l'humanisme. On en est toujours là. Donc faire une exposition que j'appellerais alors du coup polygraphique, pas monographique mais polygraphique, comporte évidemment le risque que vous dites, parce que la contextualisation précise de chaque image, elle tend à disparaître, mais elle tend à disparaître au profit de quoi? Et c'est là où c'est très intéressant ce que vous dites, parce que spontanément, vous lâchez le mot archétype. Eh bien, tout le problème est là. C'est-à-dire, je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire, ça fait, je ne sais pas combien d'années j'essaye, mais c'est très difficile à faire passer cette idée que quand on montre je dirais, ce que Warburg appelait des survivances, c'est de l'anthropologie, hein. Ce n'est pas de l'histoire exactement, c'est de l'anthropologie. Quand on montre la persistance de certains gestes dans le temps, la première réaction du postmoderne que nous sommes, c'est de dire c'est des archétypes. Mais pas du tout. C'est quoi un archétype? Il n'y a pas d'archétype de la personne qui lance un pavé, par exemple. Mais pas du tout, mais pas du tout. C'est pas un archétype. C'est pas un archétype, parce que qu'est-ce que c'est un archétype? C'est une même forme gestuelle qui garde son sens, quelle que soit l'époque et le contexte. C'est Jung, c'est ça les archétypes. Ça ne change pas. Freud n'était absolument pas d'accord, et moi je suis complètement freudien. Et Warburg, c'est ça l'ambiguïté de ce grand historien de l'art qu'était Warburg, c'est que la moitié des gens ont interprété ces collections d'images comme des collections d'archétypes, et l'autre moitié, dont je fais partie, n'ont pas du tout vu ça. Je fais partie, et Agamben aussi fait partie de ça. Jamais vous trouverez chez Agamben, quand Agamben parle de Warburg, le mot archétype. Archétype, c'est Jung. C'est autre chose. Ce que disait Warburg, c'est qu'il y a des gestes persistent dans le temps, mais ils changent sans arrêt de sens. Sans arrêt. C'est le contraire des archétypes. C'est le fait que, qu'est-ce qu'on a pour faire des gestes? On a notre corps. Grosso modo, c'est quand même le même depuis des milliers d'années. Hein, voilà. Donc, on fait avec. On fait avec, mais ça change de sens. Et ça, c'est très important. Mais alors, si on oublie le mot archétype, si on s'intéresse à des mots qui vous parlent plus comme survivance, comme persistance, comment est-ce que vous répondez à la question que vous posez vous-même? Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas trahir cet objet si particulier que sont les soulèvements, qui sont avant tout des gestes, des surgissements, des actes, que d'en faire des objets d'exposition? Ça c'est une autre question, je dirais, principielle. Pourquoi tu acceptes, pourquoi une institution avec des beaux murs blancs, the white cube, comme on dit, t'offre de faire une exposition, tu dis je vais faire des soulèvements. Mais qu'est-ce que. Alors voilà, le spectacle esthétisé, toutes ces critiques, je peux les entendre. En même temps, si c'était ça, mais Chris Marker n'aurait pas fait son film non plus, hein, tout simplement. Eisenstein n'aurait pas, c'était la critique d'ailleurs que Vertov adressait à Eisenstein, mais t'as pas honte de faire appel à la fiction pour raconter nos révolutions? Il faut faire que du documentaire. Voilà. Non, mais ça, je vous entends quand vous dites qu'il y a un risque de toute façon, mais alors je pose la question différemment. Oui. À quelles conditions, dans quelle mesure une esthétisation, puisqu'il y a une forme, ne serait-ce qu'en une mise en série, n'est pas une anesthésie, comme vous le dites? Oui, c'est moi-même qui le dis. Oui, tout à fait. Vous prenez comme exemple au départ de votre texte le fameux piano blanc qu'avait posé Ai Weiwei à Idoménie dans le nord de la Grèce, en disant que vous y voyez, au milieu des réfugiés, hein, en y voyant que vous y voyez le symbole dérisoire de nos bonnes consciences artistiques. Du coup, on peut poser la question différemment. À quelles conditions un geste artistique qui parle de soulèvement n'est pas une bonne conscience artistique, mais au contraire prolonge la subversion? Alors, il y a deux réponses. La première, c'est le montage lui-même. Parce que le montage, il transforme les conditions de ce que vous appelez esthétisation. La deuxième, c'est ce que j'appellerais, si vous voulez, l'éthique ou la politique du cadre. Vous donnez l'exemple de Ai Weiwei. Donc Ai Weiwei,
il se déplace avec une équipe de journalistes, un piano blanc, etc. Il va au camp d'Idomeni en mars 2015, à un moment donné où il y a 15 000 personnes, des Syriens en grande partie, qui essayent de franchir la frontière gréco-macédonienne. Donc il fait son petit truc, il ne rentre même pas dans le camp. Il est environné de ces journalistes et de leurs caméras. Il va chercher une Syrienne, la pauvre, on ne sait pas du tout, voilà, il lui fait jouer un morceau de musique et ça va directement dans les revues Kunstforum ou je ne sais pas quoi. Bon, au même moment, exactement au même moment, il y a cette cinéaste qui vient en fait du cinéma expérimental qui s'appelle Maria Curcuta, j'en parle parce que c'est la dernière œuvre de mon parcours d'exposition, et c'est sur Idomeni, au même moment où Ai Weiwei faisait son travail. Qu'est-ce qu'elle fait elle fait plein de choses, parce qu'elle a fait en fait un film d'1h40, mais le plan que je montre dans l'exposition, c'est un plan d'une rigueur absolue. La caméra est sur un pied, et c'est simplement les gens qui passent et qui essayent de passer. Et ce plan est totalement bouleversant. Totalement bouleversant. Qu'est-ce qui se passe entre Ai Weiwei et cette cinéaste qui d'ailleurs ne se revendique pas du tout comme artiste. Elle a toujours refusé, j'ai eu beaucoup de mal à emprunter ce travail, parce qu'elle disait, mais moi je ne travaille pas dans les musées, ni dans les galeries, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, on a toute l'ambiguïté de ce que vous appelez... Vous savez bien depuis, si vous avez lu Rancière, évidemment, vous l'avez lu, donc vous savez bien que la question, que l'esthétique, la dimension sensible, parce que c'est ça que ça veut dire esthétique, elle est inhérente aux politiques, inhérente. Et même l'esthétique n'est pas la cerise sur le gâteau de l'histoire politique, c'est un enjeu crucial. Donc quand on dit esthétisation, on veut toujours dire que ça se défait, mais ce qu'il faut, c'est restituer la dimension sensible, donc esthétique, de phénomènes comme des gens essayent de passer une frontière qui leur est fermée. Voilà. Alors je crois qu'il faut... Je vous ai répondu ou pas? Vous m'avez répondu, enfin on va continuer cette discussion, mais je voudrais quand même qu'on fasse un passage par quelques-unes des images. Si vous Alors voulez. il y en a de très nombreuses, mais ne serait-ce que pour voir un peu la variété, la diversité même des matières, on pourrait commencer avec cette eau-forte de Goya qui date de 1799. Ça fait déjà un moment, je commence toutes mes expositions avec Goya, parce que pour moi, c'est l'entrée en matière dans la modernité. Pourquoi? Très rapidement. Goya, c'est quelqu'un qui a fait donc en particulier, hein, c'est une œuvre gigantesque, mais ces 3 séries de gravures, je mets la tauromachie à part, mais disons les désastres, les caprices, et comment on les appelle les troisièmes? Les proverbes, enfin voilà. Donc, Goya, 1799, c'est l'époque des grandes critiques de Kant. C'est-à-dire Goya... Bon, Lacan a écrit Kant avec Sade, il faudrait écrire Kant avec Goya aussi. Parce que aussi, Goya et Kant disent sur un point, ils disent quelque chose de très proche. Ils disent que l'imagination est une faculté politique. Voilà, moi je pars de ça. C'est Hannah Arendt qui plus tard va commenter Kant sous cet angle-là, hein, en commentant la critique du jugement de Kant, sous l'angle de la politique et en disant la première faculté politique, c'est l'imagination. Mais c'est exactement ce que disait Goya, même il l'écrivait, puisqu'il écrivait des textes, notamment pour les désastres. Alors là, j'ai choisi dans l'exposition trois images où on voit à chaque fois la nécessité, le côté impérieux d'un soulèvement. Ici, vous avez choisi, vous, la plus terrible. Ce sont des morts, en fait, qui essayent de soulever la dalle funéraire, mais il y a à côté, il y a des choses beaucoup plus, je dirais, sensuelles et plus vivantes. Moi, je ferai une association d'idées avec ça, vous savez, quand Benjamin dit que le fascisme n'a pas fini de triompher, et si c'est le cas, alors les morts eux-mêmes ne sont pas ne sont pas tranquilles. Hein, moi, je ferai un montage entre ce que je viens de vous dire et cette image où un mort essaye de soulever sa dalle. On poursuit avec une toile qui date de 1830 du peintre Léon Cogniet, qui s'intitule Les drapeaux.
Ouais, c'est magnifique. C'est un petit tableau absolument magnifique. Ce qui est fascinant, c'est que c'est un processus, c'est un processus de transformation. Vous avez un drapeau blanc à gauche, qui est le drapeau de la monarchie. Au milieu, il se déchire. C'est ça le soulèvement. C'est pas encore la révolution. Il se déchire. Le déchirement produit par le soulèvement produit un déchirement, ça produit des blessures. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce petit point de rouge là. C'est étrange. Il est très étrange. Il n'y a aucune raison, hein. Mais vous voyez, là il est blanc, là il est rouge. Et là il est déchiré. Et étant déchiré, il fait donc apparaître le fond du ciel bleu. Et l'étape finale de cette métamorphose, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge. Le rouge, c'est une teinte qui a en quelque sorte envahi le drapeau blanc, comme du sang imbiberait un drap. Et le bleu, c'est devenu le bleu du drapeau, mais c'est encore le bleu du ciel. C'est très beau. Et là, ça m'oblige à vous poser une question. Qu'est-ce qui sépare un soulèvement d'une révolution, d'après ce que vous avez dit? Une révolution, ce n'est jamais qu'un soulèvement réussi ou c'est plus que ça? Mais je vais vous dire, je ne sais pas. Travailler sur le soulèvement, pour moi, a été parce que je suis loin d'avoir fini, une sorte de propédeutique pour avancer au-delà d'un thème qui a été le mien pendant des années, qui était la lamentation. Donc j'essaie d'avancer. Est-ce que la question de la révolution est autrement redoutable? Il y a des gens bien plus qualifiés que moi. Je ne suis qu'un historien de l'art, hein. Je ne suis pas... Demandez à Jacques Rancière ce qu'il en pense. C'est vous qui venez de me dire que l'esthétique n'était pas le supplément d'âme de la politique. Oui, donc, de toute façon. C'est-à-dire, moi, j'essaie... Le fait que vous êtes un historien de l'art me permet quand même de vous demander, au fond, si vous voulez, où est-ce que vous voyez la frontière, s'il y en a une, elle est sans doute peureuse, entre le soulèvement et la révolution. Quand on s'intéresse à l'art, on s'intéresse aux belles choses, à des choses belles souvent. C'est souvent une façon de fuir la dureté de l'histoire et de la politique. Il se trouve, quand on a un peu d'expérience là-dedans, on s'aperçoit qu'on est complètement rattrapé par la politique, qu'il n'y a plus d'esthétique possible sans colère, je dirais, aujourd'hui. Adorno disait, il n'y a plus d'esthétique possible sans tristesse et mélancolie définitive. Moi, je dirais, il n'y a plus d'esthétique possible sans colère. Donc, on va vers ça. Alors, moi, je suis plutôt dans la phase soulèvement. Maintenant, une révolution, ça se gagne, ça s'organise, ça fait tout un tas de problèmes qui, pour l'instant, je vous le dis tout simplement, me dépassent, tout simplement. Alors, on continue avec un extrait d'une vidéo de Roman Zingner. A priori, on semble être plus loin du soulèvement, en tout cas politique. Ah, on est complètement loin du soulèvement politique, sauf qu'il a choisi quand même... Est-ce qu'on n'est pas à la limite métaphorique de l'emploi du terme soulèvement? Bien sûr, mais il ne faut pas exclure tout ce qu'on appelle l'image littéraire, l'allégorie. Vous savez bien que Benjamin a abordé le problème politique à travers une étude de l'allégorie. Hein. Donc, n'ayons pas peur des allégories. C'est pour ça qu'il y a Goya. Ça, c'est drôle parce que c'est votre choix. Hein. C'est vous qui avez choisi ces images. Pour l'instant, on a 3 allégories. On n'a même pas une représentation d'une manif depuis le début. Mais ça, c'est votre responsabilité. Mais donc, n'ayons pas peur des allégories. Là, c'est une allégorie extrêmement ironique, puisque c'est une soufflerie qui fait monter un magnifique ruban rouge. Et là, on est à la fois, si vous voulez, dans un jeu enfantin et dans les prémices d'un envahissement de tout l'espace par le drapeau rouge. Allez, et je termine cette toute petite et arbitraire série avec quand même la photographie de Gilles Caron, qui d'ailleurs donne aussi la couverture du catalogue, donc qui prend quand même une place particulière. Alors, cette photo en tout cas, Gilles Caron est un des grands photographes des soulèvements, en particulier, parce qu'on l'oublie souvent, il a magnifiquement photographié les révoltes populaires, les soulèvements paysans en France en 1967. C'est-à-dire que les paysans
Et ça bardait déjà avant mai 68. Hein, et il y a des photos magnifiques qui sont dans l'exposition. Là, ce qui m'intéresse dans cette image, parce qu'au fond, quand vous faites une exposition, vous ne faites pas un... C'est très différent de faire un livre. Vous montrez une image et les gens vont passer devant. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a du sens qui va apparaître par rapport à ce qui est juste à droite et juste à gauche, ou dans la salle, ou dans le parcours de l'exposition. Ici, ce qui est frappant, ce sont les gestes. Donc, en grande partie, cette exposition est une exposition sur les gestes humains. Les gestes, le fait de se soulever. Les corps se soulèvent, qu'ils soient solitaires ou solidaires, de toute façon, les corps se soulèvent. Et là, ce qui est très troublant, c'est que ces garçons-là, qui jettent des pierres sur la police, si on regarde l'espace, on voit la violence de la situation. Elle est tangible. Mais si on regarde les corps, on est frappé par leur grâce, évidemment. On dirait qu'ils dansent. Ou qui font du golf. Ah, vous avez pensé? Oui, mais... Ah, c'est intéressant ce que vous dites. J'y avais pas du tout pensé. Mais parlons du golf. Il y a un élément extrêmement fondamental dans l'atlas d'images de Warburg. Il montre des choses horribles, et puis il y a une golfeuse. Il montre une golfeuse. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va chercher? Pourquoi ce montage? Ce montage, c'est pour dire, en fait, le golf, parce que je fais pas de golf, moi, du tout. C'est pas du tout mon genre. Mais, non plus. Oui. Mais enfin, vous savez très bien qu'un club de golf, c'est très, très lourd. Et si vous prenez un club de golf dans la figure, c'est très violent. Et Warburg a montré cette golfeuse en association avec l'iconographie des Ménades qui mettent Orphée en pièces, c'est-à-dire le massacre. Donc, pour lui, vous savez bien, les enfants qui jouent aux arcs et aux flèches, c'est une survivance d'un ancien outil de guerre qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Bon, une survivance, c'est souvent ça, c'est quelque chose qui survit à travers un jeu. Ben, le golf est une survivance, le geste même du golfeur est une survivance d'un geste d'une extrême violence. Donc ça, c'est une sorte de pensée warburgienne. Donc pourquoi pas? Il joue au golf, mais enfin, il joue au golf contre la police, oui, ouais, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est le mélange c'est comment le corps répond à une situation qui est telle, qui est quand même une situation très chaude. Voilà. Ce que vous n'avez pas encore dit de cette photographie de Gilles Caron, c'est qu'elle date de 1969, qu'elle est prise en Irlande du Nord lors de manifestations anticatholiques. Ouais. Là, on a... J'étais sûr que ça allait arriver. On a parlé de qu'est-ce que c'est qu'un soulèvement, mais forcément, quand on visite cette exposition, quand on lit ce catalogue, on se demande, on voit bien qu'une des questions qui vous travaille, c'est pourquoi on soulève aussi. Oui. Et là, ça oblige à se poser une question. C'est vrai que dans le choix des images que vous avez montées et composées, on n'a pas beaucoup de ce qui fait, on dirait, les soulèvements aujourd'hui, des soulèvements d'extrême droite, des soulèvements liés à l'islam radical, alors des soulèvements que, on va dire, des consciences de gauche, qui ne sont pas forcément des bonnes consciences, ne considèrent pas vraiment comme des soulèvements. Alors, ça pose plusieurs ordres de questions. Est-ce qu'on peut distinguer? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Hein. Il y a une petite affiche de l'OAS déchirée qui dit qu'il faut fusiller les plastiqueurs. J'entends bien l'argument. Oui. Mais du coup, ma question, qui est d'ailleurs celle que pose aussi Judith Butler dans le catalogue, c'est est-ce qu'on peut distinguer des soulèvements justes et injustes ou est-ce que le soulèvement est forcément émancipateur, progressiste? Alors finalement, si on s'intéresse aux gestes, il n'y a pas de raison de ne parler que de soulèvement entre guillemets de gauche. D'accord. Alors, si on renonce à distinguer les soulèvements justes et les soulèvements injustes, on est foutu. Enfin, à mon avis. Donc, il faut évidemment entrer dans la question de discriminer le juste et l'injuste dans cette question. Je ne dis pas que c'est un critère absolu, mais en tout cas, il faut le faire. Pourquoi il n'y a pas... Je sais très bien qu'il y a des soulèvements fascistes. J'ai écrit un texte d'ailleurs qui s'appelait « Où va la colère ?»
dans le monde diplomatique, je crois. Et alors, je disais très bien, la colère, on ne sait pas où elle va. Elle va au pire ou elle va au meilleur. La marche sur Rome de Mussolini, c'est un soulèvement. Moi, je montre plein de gestes qui se lèvent et je n'hésite pas à montrer des points qui se lèvent. Mais il n'y a pas un seul salut nazi dans cette exposition. Donc, ça, c'est un choix par rapport à la situation d'une exposition. Là encore, c'est très différent d'un livre. Donc, dans la situation d'une exposition, supposez que je mette la syndicaliste photographiée par Willy Ronis, magnifique, dans une grève des usines Citroën, et à côté d'elle, je mets, ou alors Pascal Convert, il a fait une œuvre très très belle sur les grandes figures de la résistance communiste. Bon, voilà, il y a 3 photos. Supposez que je mette à côté des gens qui font le salut nazi. Alors, dans les 2 cas, les bras se lèvent. Dans les 2 cas, on essaye de transformer le monde d'une certaine façon. Dans les 2 cas. Mais qu'est-ce que je créerais, moi, sur le mur de ma galerie? Je créerais une équivalence. Ça, c'est pas possible. Ça, je m'y refuse évidemment. Donc, l'exposition est une chose. C'est compliqué hein, entre la réflexion historique et philosophique d'une part, et puis montrer des choses à des gens. Dans une exposition, ils ne vont pas rester plus d'1 heure ou de 2 heures dans cet espace, même moins. Donc, non, il n'y a pas un seul salut nazi dans cette exposition. Ça, je le revendique complètement. Et il y a une sorte d'ambiguïté. Quelquefois, il y a une ambiguïté. Par exemple, il y a un dessin de Picasso magnifique sur un journal. Moi, j'avais demandé aux archives Picasso, c'était l'Humanité. Bon, ils m'ont envoyé Marianne de l'époque. François Alberac, qui est un ami, qui est un grand spécialiste de Eisenstein, me fait remarquer, tu sais, tu as vu, sur cette page de Marianne, il y a un article d'Emmanuel Berle qui est assez plutôt réac, quoi. Oui, alors c'est ça le problème, c'est qu'il y a des petites choses réac, mais, comment dire, il ne faut pas voir dans les images seulement le contenu de ce qu'elles représentent. Par exemple, un élément très important dans cette exposition, ce sont ces fameuses 4 photographies prises par les membres du Sonderkommando de Auschwitz. Et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous montrez ça? On voit des gens qui sont menés à la mort. Où est le soulèvement? Oui, c'est vrai. Mais moi qui m'intéresse aux images, ce qui m'intéressait, c'était de dire, faire ces images faisait partie d'un soulèvement. Alors même que ces images montrent tout le contraire d'un soulèvement. Donc, il faut regarder aussi comment fonctionnent les images elles-mêmes et pas seulement ce dont elles sont l'iconographie. Mais en me répondant simplement sur le salut nazi, où évidemment on peut trancher, donc il n'y a pas de salut nazi, il y a des images qui sont forcément plus ambiguës. Là, tout à fait. Celle-là est ambiguë. Celle-là est ambiguë, c'est une manifestation anticatholique. On peut parler, là aujourd'hui, on est juste quelques temps après la mort de Castro, il y a dans l'exposition cette fameuse image de la photo de Corda en 1959 à La Havane. Bon, le bilan de Castro, on voit bien qu'il est aujourd'hui pour le moins ambigu. Donc, à partir de comment on arbitre sur qu'est-ce qui est du soulèvement juste et injuste. Enfin voilà, en répondant oui, il n'y a pas les nazis, évidemment. Oui, mais Corda, il photographie, je le dis pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent, c'est une photographie d'un... Ah ben, vous ne l'aviez pas? Vous m'avez montré tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Bon, alors c'est quelqu'un qui s'est mis au sommet d'un lampadaire. C'est très souvent dans les manifestations, on voit des gens qui se mettent le plus haut possible. Donc ils sont comme des fruits dans des arbres. Et en plus, il l'appelle le Don Quichotte de la Havane. Donc, la photo de Corda n'est pas, je dirais, une photo de prise de parti pour Castro, celle-là. Pas du tout. Elle montre le geste d'un homme du peuple qui a un grand chapeau et qui monte très haut sur un réverbère pour voir la manifestation. Et ça, on peut avoir de la générosité pour ce geste-là, à part le fait qu'il est pour ou contre Castro. Ça, c'est une chose très importante que j'avais essayé de mettre au point, mais c'est très difficile dans un livre précédent qui s'intitulait « Quand les images prennent position ».
C'était d'essayer de comprendre comment une image qui est fatalement plus ambiguë que toute prise de parti. Quand vous êtes pour ou contre Castro, c'est clair, vous êtes pour ou contre, vous prenez parti. Et une image, c'est toujours plus compliqué, tout simplement. C'est pour ça que les philosophes s'en méfient. La grande tradition platonicienne, hein, mais c'est normal, c'est parce que les images tendent à confondre certaines choses, à mettre de ce que Freud appellerait de l'ambivalence. Voilà. Eh bien, il faut faire avec ça. Moi, je m'intéresse à ces processus-là et j'essaye de dire, il y a des images qui prennent position et pas fatalement qui prennent parti. Eux, ce sont des protestants qui ont envie de casser du catholique. On est d'accord. Mais si je le mets dans la série de tout ce que Gilles Caron a fait, il n'y a aucun problème. Pour moi, hein, il n'y a aucun problème. Parce que c'est le montage, c'est l'attention de Gilles Caron à tous ces phénomènes qui, moi, m'intéressent, et non pas exactement cette image représente des gens. Ils prenaient parti pour qui? Pour les blancs, pour les noirs, pour les rouges non, à un certain moment, quand vous faites un montage, il y a une autre dimension qui surgit. C'est ça qui m'intéresse. C'est un travail, vous disiez, romantique, lyrique. Oui. Est-ce que c'est un travail nostalgique? Surtout pas. C'est le contraire. Ah oui, c'est le contraire. En même temps, ça se finit quasiment avec les morts. Enfin, il y a une salle encore du après. tout. Non, ça se finit pas. Ah, mais l'avant-dernière salle est avec les morts. C'est pas la fin, j'avoue. Je proteste officiellement. Non, justement pas. La mort par exemple, les gens qui meurent devant leur barricade. Il y a une photo magnifique de Alvarez Bravo, très, très connue, à côté d'une lithographie de Manet de la Commune de Paris. On meurt devant sa barricade. Bon, d'accord. Mais c'est surtout pas la fin de l'exposition. La dernière partie s'intitule Désir. L'idée, c'est que le désir est indestructible. Dans le cas des membres du Sonderkommando d'Auschwitz, le type, il savait qu'il allait mourir. Tous les gens représentés sont morts ou vont mourir. Et lui-même, il va mourir. Il le sait très bien. Mais ce qui survit, ce qui arrive jusqu'à nous aujourd'hui en 2016, c'est la survivance de son désir de faire passer au-delà des murs du camp quelque chose. Donc ça, c'est le désir de soulèvement qui survit à celui qui se soulève lui-même. Mais c'est pareil pour la Commune. Hein. Il y en a beaucoup qui sont morts, mais leur désir, lui, il a survécu. C'est aussi ce que dit Butler d'une certaine façon dans son essai. Donc c'est le même problème que l'esthétisation. Je veux dire que dès qu'on montre une image, on dit esthétisation. À mon avis, c'est un mauvais réflexe. Dès qu'on dit mémoire, on dit nostalgie. À mon avis, c'est un mauvais réflexe. Tout simplement parce que si on lit un peu Freud ou Walter Benjamin, on sait qu'il n'y a pas de désir sans une reconfiguration de la mémoire. Donc moi, ce qui m'intéresse dans la mémoire, c'est en quoi elle est reconfigurée. Et non pas c'était mieux avant. Non, pas du tout. Rien de nostalgique là-dedans. C'est le contraire, vraiment le contraire. Mais il faut un usage de la mémoire qui ne soit pas nostalgique. On voit peu de femmes se soulever dans cette exposition. Vous avez tort. J'ai tort? Oui, allez-y, ouvrez le catalogue. On voit les soldaderas mexicaines, on voit les madres de la place de Mai, on voit la syndicaliste Rose Zenner, on voit cette femme dans Les désastres de Goya qui utilise le canon contre l'envahisseur français colonial. Il y en a partout. Il y en a même trop d'une certaine façon. Alors c'est quoi votre question? Précisez-la. Non, c'était. Non. Ah non, est-ce que c'était une question simple comme non, ça? il y a, je pense au contraire, il y en a là aussi. Là aussi, la question, c'est la même que un petit peu ces espèces de réflexes théoriques qu'on a très vite. Image, donc esthétisation. Mémoire, donc nostalgie. Femme. Femme. Femme, donc féminisme. Moi, je pense que quand on voit les femmes du Chiapas,
elles ont l'air de rien, les femmes du Chiapas. Elles portent des grosses briques sur les épaules. C'est pas une image de victoire des femmes sur le... Mais elles vont fabriquer, elles vont construire une chapelle pour quelqu'un qui vient de mourir. Les femmes du Chiapas, pour moi, notamment la fameuse commandante Ramona, ce sont les plus grandes féministes du monde, parce qu'elles ne défendent pas juste la condition féminine, elles défendent beaucoup de choses avec. Bon, je vais faire une analogie. Moi, quelqu'un qui est très important pour moi, c'est Marek Edelman. Vous savez, c'est cet homme qui est un des très rares survivants du ghetto de Varsovie, de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Ce qui a fait peut-être aussi qu'il a survécu, et ce qui a fait que, après le ghetto de Varsovie, non seulement il était médecin, cardiologue, mais il a été un des premiers membres de Solidarnosc, et puis il a très 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 fort râlé contre la politique israélienne d'occupation, le mur, etc. Qu'est-ce qui fait que ce type... voilà. Ben, ça veut dire qu'il n'a pas juste défendu la cause des Juifs, il a défendu une cause plus dialectique. Bon, ben, c'est pareil pour les féministes. On a déjà dépassé les 40 minutes qu'on s'était imparti, mais j'ai quand même une dernière question parce que ça reste un grand mystère des soulèvements et du coup, je voudrais savoir comment vous y répondez à partir de ce travail. C'est... Est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'on peut connaître même l'efficace d'un soulèvement, son efficacité? Parce qu'on sait bien qu'il y a eu des révoltes qui ont été écrasées dans le sang et qui, 3, 4 ans, 10 ans, 20 ans après, ont eu des effets. Est-ce que vous, à partir de ça, vous pouvez nous dire quelque chose de ce qui reste toujours... Moi, j'étais en Égypte pendant la Révolution. On peut dire aujourd'hui que c'est un désastre. Et en même temps, ça a changé profondément des gens. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Les changements ne surviennent pas seulement dans les changements de pouvoir. Ce qui est peut-être le fondement conceptuel de cette exposition, c'est la différence entre pouvoir et puissance. Donc je l'ai prise chez Spinoza, Deleuze, etc. Bon. En termes de pouvoir, la révolution, bon, vous prenez le cas des révolutions arabes, alors disons le soulèvement arabe, puisque finalement ça n'a pas donné lieu à une révolution. Vous êtes d'accord avec cette formulation? Par exemple, on peut dire comme ça, du point de vue du pouvoir, pour l'instant, il est évident que c'est un échec. Mais du point de vue de la puissance, eh bien, il faut peut-être justement ne pas avoir la nostalgie de l'efficacité d'un événement lui-même, mais projeter dans l'avenir ce qui fait, je dirais, un effet fondamental sur les consciences. Par exemple, la première intifada, elle a échoué en tant que pouvoir, elle a échoué. Mais c'est quand même à partir de ce moment-là qu'il y a une conscience internationale qui est en train, d'une certaine façon, va modifier les choses. C'est clair, je pense. Vous ne croyez pas? J'espère. Bon. Merci beaucoup d'avoir fait un détour par nos studios du Passage Brûlon. L'exposition Jeux de Paume, c'est jusqu'à la mi-janvier pour celles et ceux qui passent par Paris. Et sinon, le catalogue est publié chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.